Comme tous les Français ou comme tous les citoyens de cette planète, j'ai été très surpris. J'en ai sous-estimé, comme tout à chacun, et j'ai eu tendance à être un petit peu débonnaire et à suivre finalement le flux d'actualité parce que l'hyperspécialisation médicale fait que vous êtes compétent dans votre domaine et un petit peu, j'allais dire, incompétent dans le reste. Et donc, je dois avouer que, et on va parler de la source des données scientifiques et des informations qui nous sont procurées, qui viennent à nous, autant je vais aller certifier mes sources quand il s'agit de cancer de la prostate, cancer de la vessie, et je veux pouvoir garantir à mes interlocuteurs, que ce soit mes autres collègues ou les patients, que je véhicule les bonnes informations. Autant là, j'ai puisé les informations sur le fil des réseaux sociaux, sur l'actualité. Et donc, au début, c'était une petite grippe. Et puis, finalement, ça s'est avéré être une forte tempête. Et donc, il a fallu, en tant que citoyen, que je me réorganise ma vie privée et surtout qu'en tant que médecin, que je puisse continuer à mener mes activités professionnelles qui n'étaient plus les mêmes et qui se sont retrouvées être très perturbées. Et puis, à titre individuel, il y a eu toujours la crainte d'évoluer dans des locaux qui sont plus susceptibles que d'autres de véhiculer le Covid. Vous imaginez bien que l'hôpital public, et notamment la Pitié-Salpêtrière, je me suis dit que je pouvais être confronté à cette maladie. Donc, il y a eu un sentiment un peu irrationnel de peur qui semble s'amenuiser aujourd'hui, quoi. L'enjeu, c'est la mutualisation des moyens et qu'on arrête les querelles entre guillemets de chapelle. D'une part, parce qu'on sait que moi, je participe à des boards éditoriaux de journaux scientifiques. Je ne suis pas juste relecteur ou je ne soumets pas que des articles. Je sais comment se fait le tri. Et que d'autre part, les données qui viennent d'Asie, on est toujours un petit peu plus précautionneux parce que d'une part, ce n'est pas la même culture et on sait qu'elles sont parfois entourées d'une omerta politique qui n'existe pas dans le monde occidental. Et donc, probablement, un certain nombre des informations qui nous sont arrivées, je ne remets pas en cause leur véracité, mais je remets en cause en fait le volume et l'écho qui leur a été donné parce que tout a été minimisé à mon sens. Donc ça, c'est un premier point. La deuxième chose, c'est que vous le disiez, il y a une communauté, et moi je fais partie de ceux qui vont aller puiser l'information en anglais ou en français, ça ne me gêne pas. Donc il y a le problème de la langue, parce que tout le monde doit se parler de la même langue. Et puis d'un autre côté, j'ai souhaité, à titre personnel, exclure toutes les conversations de docteurs que je voyais sur des plateaux médias, grand public, etc. Parce que cette vulgarisation, elle n'a de sens que sur des faits établis. Elle n'a pas de sens quand elle est prévisionnelle et prédictionnelle. C'est pour ça que mon collègue de Marseille, qui a émis l'hypothèse que l'hydroxychloroquine était intéressante, c'est une hypothèse à prendre au sérieux comme les autres. Mais comme c'est une hypothèse scientifique, elle ne pouvait pas prêter le flanc à la discussion sur les débats des plateaux télé. Et c'est là que le biais est parti et que, d'une part, un certain nombre de gens ont pris position, pas position, comme si on soutenait une équipe de football ou Disney contre Astérix. Et ce n'était pas le propos, en fait. Le propos, c'était de dire on n'est pas dans le temps de l'évidence-based médecine. Et donc, moi, ce que j'ai perçu là, comme je vous le dis, j'ai utilisé le canal interne de mon université, mais je n'ai pas eu le canal interne de l'Université de Paris, je n'ai pas eu le canal interne de l'Université de Lyon. Et donc, j'ai pensé qu'il nous manquait des bases de données, de ressources communes dont la véracité était authentifiée par un certain nombre de gens comme ayant une certaine légitimité et ne souhaitant pas faire le buzz médiatique, mais informer les collègues pour que la communauté médicale ait une certaine homogénéité d'attitude. Et ça, je le reproche parce que chacun a dû se faire son opinion dans son coin, mais il n'y a pas eu de recommandation, j'allais dire, globale. Et donc, la mise à disposition des informations a été certainement assez segmentée. Par exemple, moi, où j'appartiens à l'assistance publique hôpitaux de Paris, dont on sait qu'elle a été mise sous les feux de l'actualité, il y a quand même d'autres structures sanitaires, des ESPIC, des centres hospitaliers généraux qui ont accueilli des malades. Il y a deux types finalement de recherche. Il y a la recherche fondamentale ou la recherche, j'allais dire, de molécules qui appartiennent à des phases 1, des phases 2, des phases 3. Et ça, il faut allouer du temps pour ça. Et c'était la grande difficulté de la crise, et d'ailleurs de nos dirigeants, du ministre de la Santé, etc., d'expliquer qu'il fallait du temps parce que l'impatience du public ne voulait pas comprendre qu'une phase 1, une phase 2, une phase 3, ça prend du temps. Et les gens sont dans l'immédiateté, alors que le temps scientifique, ce n'est pas l'immédiateté.
Donc ça, c'est un premier problème. La deuxième chose, c'est, comme vous le disiez, l'activité clinique. Il y a une expérience clinique. Et c'est comme, je vous le dis, un vulcanologue qui recherche et qui passe à côté d'un volcan en éruption. Une fois dans sa vie, le vulcanologue, il verra ça, ou comme un égyptologue qui travaille sur les tombes et sur les mystères des pharaons et qui a la chance dans sa vie, entre guillemets, de découvrir une tombe dans ses recherches. Et bien là, pour tous ceux qui s'intéressent aux maladies infectieuses et à la pandémie, on a entendu parler des grippes espagnoles, de la peste, etc., ils l'ont vécu en direct. Et donc, ça mérite une photo. Et la meilleure photo que puisse faire le monde scientifique, c'est de restituer l'activité clinique de la façon la plus rigoureuse et la façon la plus optimale possible. Or, les bases de données, là, vont être créées a posteriori. Et donc, le volume d'expérience des gens peut être intéressant. Or, on voit grosso modo, parce que la comparaison macabre des chiffres de morts n'est pas très intéressante, mais que l'Italie, la France, l'Angleterre, dans une moindre mesure l'Allemagne et en tout cas l'Espagne, ont vécu des choses qui sont assez identiques. Et puis finalement, on est à peu près tous organisés de la même manière, même s'il y a 5 millions d'euros de plus dans le système de santé espagnol et 5 millions de moins dans le système italien, peu importe ces comparaisons. Donc, ce reflet d'activité clinique et de prise en charge des malades est intéressant. Et ce à quoi moi je me suis astreint, en tout cas, c'est de restituer ce que j'ai vécu par le biais des publications scientifiques, qui ont peut-être moins de valeur que ce que j'ai publié dans le domaine de la prostate et du rein pour mes collègues, mais qui seront un instantané de ce qu'on a vécu. Et donc, je me suis intéressé, par exemple, à la contamination potentielle par le virus Covid, coronavirus, des malades opérés au robot, parce qu'on a opéré au robot pendant cette période, et qu'au début de la crise, il y a eu une recommandation comme quoi la chirurgie laparoscopique qu'on fait en environnement gazeux pourrait être un facteur de dissémination du robot. Vous imaginez l'appréhension qu'on a eue d'opérer des cancers ou de les laisser ne pas être opérés. On a fait des choix stratégiques de continuer à en opérer certains. Et donc finalement, on a une expérience sur une centaine de malades opérés pendant la période Covid avec ce robot et on a regardé s'il y avait une dissémination majeure du virus et qu'en guérissant les patients des cancers, on ne les avait pas contaminés de façon majeure avec le virus. Et il y a eu un de nos malades sur 100, un seul, qui s'est retrouvé avec le virus et une forme mineure. Et il n'a pas eu de réanimation pour ça. Donc, la peur n'évite pas le danger, mais quand vous faites des choix, ces choix peuvent être, extrêmement délétères pour les patients. Donc, vous le disiez, le problème, ça va être la mise en commun des expériences de chacun pour pas qu'on se retrouve avec des séries qui soient trop anecdotiques ou des cas cliniques, mais au contraire, une espèce d'homogénéisation de la pratique. Non, je pense que c'est surtout la volonté des docteurs qu'ils ont de collaborer entre eux, mais les outils ne sont pas à disposition. Ils étaient probablement embryonnaires et en train de se mettre en place à travers de certains groupes collaboratifs et certains réseaux de travail. Manifestement, ils n'étaient pas à la hauteur des enjeux auxquels on a été confrontés. Et je ne suis pas totalement sûr qu'il soit légitime d'en parler au passé, puisqu'on est encore dedans. Certes, il y a des confinements, certes, on se remet à se parler. On va vers j'allais dire, un aspect plus éclectique de nos activités, parce que moi, j'ai été dans un hôpital qui est devenu un hôpital tout Covid, comme si tout d'un coup, on décidait que la Pitié-Salpêtrière ne traite plus qu'une seule maladie, ce qui s'est passé pendant 3 mois. Au détriment des autres. Et donc, non, je pense vraiment, pour vous répondre très sincèrement, que si mon opinion, elle est subjective, mais c'est que les outils n'étaient pas prêts, mais que la volonté d'échanger, d'utiliser le numérique, la dématérialisation est en cours. Après, ça appelle quand même l'échange d'informations sécurisées de santé sur des bases de données sécurisées. Ce n'est pas un seul échange de mails ou ce n'est pas juste des réunions virtuelles. Il faut qu'on puisse être en accord avec les principes des commissions nationales, informatiques, liberté, etc. Donc, ça pose un certain nombre de jalons qui doivent être respectés, même si certains disaient « Ah, bah, c'est la crise, tant pis, en période de crise, on fait un peu n'importe quoi ». Fake news, je ne sais pas, en tout cas, vulgarisation du discours scientifique qui est bien en temps commun. Par exemple, et ça a été une culture qui a été instaurée en France de tout temps avec Michel Simès, un certain nombre de médecins qui sont intervenus et qui ont même contribué à alimenter le doute par rapport au sérieux de cette crise. Non pas que je les blâme parce que ce n'était pas facile, j'allais dire, de réagir. C'est toujours a posteriori
facile d'analyser les choses, mais il fallait être en capacité, j'allais dire, d'analyser au jour le jour en fonction des données. Et au début, donc, comme tout à chacun, je vous l'ai dit, j'ai été surpris. Et donc, j'ai pris mes informations comme elles venaient. Puis après, je suis revenu vers des canaux qui sont ceux des canaux académiques que je suis habituellement, les canaux de l'université. Et donc, Sorbonne Université, qui est la faculté dont je dépends, a diffusé des informations à l'usage des professionnels de santé sur son réseau interne. Des informations qui n'étaient pas juste des publications, parce que le problème du champ de l'évidence-based medicine, c'est qu'on doit avoir les données avant de les publier. Et il y avait ce fameux bateau de croisière qui était au Japon, où il y avait un certain nombre de cas, j'ai oublié le nom du bateau, qui représentait en fait un des premiers clusters de la maladie et pour lequel on attendait les publications des données parce que tous les gens qui avaient été sur le bateau avaient été prélevés, avaient eu des PCR, potentiellement des prélèvements sanguins, des prélèvements nasaux. Et donc, cette publication, on l'attendait. Donc, les canaux des académiques usuels ne pouvaient pas être suffisants. Et il y a un certain nombre d'éditoriaux, de lettres, d'opinions qui se sont exprimées dans les journaux scientifiques qui ont plus de valeur que certaines études randomisées parce qu'elles venaient de gens qui avaient une certaine sagesse dans le domaine. Donc, moi, ma philosophie, ça a été d'utiliser les canaux validés que j'utilise pour mes propres recherches bibliographiques, en prenant en compte le fait que les données scientifiques viendraient probablement après la bataille et qu'il fallait amorcer une conversation, une discussion à partir d'opinions de scientifiques validés dans des journaux que je considérais comme sérieux et donc probablement pas des journaux d'opinion, des journaux grand public et donc des journaux scientifiques. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un certain nombre de journaux scientifiques qui appartiennent au portefeuille, entre guillemets, d'Elsevier, qui m'ont été un vecteur de communication, aussi sur les réseaux sociaux et beaucoup sur Twitter. On a tous eu les revues papier pendant un moment, on était abonné, on ne l'était pas. Après, il y a des gens qui ont des abonnements institutionnels. Mais moi, je suis dans un service hospitalo-universitaire où souvent les universitaires ont certains accès, mais qui n'est pas obligatoirement le cas des hospitaliers. Donc la question se pose aujourd'hui. Finalement, la bonne source d'information, elle est souvent identifiée. Le problème, c'est de l'atteindre. Et vous avez évoqué la diffusion, moi je dirais la dissémination. Le virus s'est disséminé et propagé beaucoup plus vite que la bonne information scientifique. Pour la simple et bonne raison que parfois vous avez accès à un abstract, mais vous n'avez pas accès à l'intégralité de la donnée. Donc il y a une réflexion aujourd'hui sur les accords de partenariat. J'ai l'impression que l'accès à l'information aujourd'hui, il est catégorisé, il est serré, et il n'est même pas homogène dans la population des docteurs, entre les internes, les praticiens titulaires, les praticiens hospitalo-universitaires, etc. Et donc, il faudrait qu'il y ait une source unique de données, c'est-à-dire une bibliothèque pour les grandes institutions, dans lesquelles une bibliothèque numérique, qui soit d'un accès libre pour les ressortissants, entre guillemets, de ces institutions, parce qu'il en va de la sagacité de l'information de chacun. Et je regrette qu'un certain nombre d'entre eux aient perdu du temps sur des informations, comme vous le disiez tout à l'heure, peut-être pas des fake news, mais galvaudées ou simplifiées, parce que les réseaux sociaux, c'est bien, mais c'est trop simpliste. Or, la situation était complexe. Et donc, pour analyser la complexité d'une telle situation, il faut quand même avoir, comme vous le disiez, des données. Or, on avait du temps. On avait du temps puisqu'on consacrait moins de temps à nos pathologies usuelles. Et même si un certain nombre d'entre nous ont recentré leurs efforts sur les malades Covid, il est faux de dire et malhonnête sur le plan intellectuel que j'ai fait 100% de Covid. Moi, j'ai libéré les équipes infirmières autour de moi. J'ai passé du temps à réorganiser. J'ai moi-même aidé aux soins des patients Covid, mais ça me prend moins de temps que mes activités chirurgicales habituelles. Donc, j'avais du temps pour lire. Et je ne suis pas sûr que tous les membres de l'équipe auquel j'appartiens aient eu les mêmes sources. Et donc, c'est ça un petit peu ce que je reproche à l'institution à laquelle j'appartiens, de ne pas donner un accès libre à ces informations qui sont extrêmement importantes. C'est comme si les avocats n'avaient pas accès au code civil ou au code pénal. L'enseignement, c'est qu'il faut investir massivement dans la dématérialisation et que les sociétés savantes, donc dématérialisation à tous les niveaux. Et on s'est aperçu que le télétravail était applicable en partie à la médecine,
Je n'avais pas à titre personnel d'expérience de la téléconsultation. Vous voyez, là, on est en train d'échanger, mais on pourrait échanger, je ne vous le souhaite pas, de vos problèmes médicaux et régler un certain nombre de choses. Oui, l'examen clinique reste crucial. Mettre sa main sur le corps du patient, c'est important, l'examiner. Mais on peut résoudre quand même un certain nombre de problèmes, notamment pour les patients qui sont en cours de suivi, par le biais de la vidéoconsultation. Donc, cette vidéoconsultation, elle doit être développée, encouragée, soutenue. Elle a rendu des services et elle fait appel aussi. J'ai eu un certain nombre de malades que j'ai vus en vidéoconsultation pour leur suivi au cours de la crise, qui habitent à Amiens, à Marseille, à Lyon, et qui m'ont dit, si ça ne vous gêne pas, dans 6 mois, le prochain rendez-vous, on le maintiendra ainsi. Donc, ils ont été convaincus par la formule. Donc ça, c'est la dématérialisation autant qu'il est possible. Ça va être difficile de dématérialiser la chirurgie, ça c'est sûr. Mais en tout cas, il y a un certain nombre d'activités qui doivent pouvoir se faire à distance et la présence physique n'est absolument pas indispensable, surtout dans des villes qui sont embouteillées, où il est difficile de circuler. Voilà. Donc il faut qu'on apprenne et qu'on mette une part de dématérialisation dans nos organisations professionnelles et que ça devienne l'usage. Les gens sont assez sérieux et responsables pour travailler correctement de chez eux. Cette notion de faire venir des gens dans un endroit pour finalement les avoir à l'œil et les surveiller, c'est grotesque. On peut donner des objectifs à des gens dans tous les domaines de la vie, et notamment en médecine. Combien de malades vous avez vus, combien de malades vous avez opérés, enfin, ces critères restent valables. Donc, le temps de la surveillance, entre guillemets, est devenu un peu caduc ou antédiluvien. La deuxième chose, c'est qu'il faut que les sociétés savantes de tous les organes et de toutes les disciplines se posent la question d'avoir, j'allais dire, une réflexion verte, c'est-à-dire green, par rapport aux conférences qui sont organisées, aux congrès, aux activités de ces sociétés savantes, car il s'est avéré qu'un certain nombre de boards, de réunions, d'échanges pouvaient là aussi être dématérialisés. Et la troisième chose, c'est que l'enseignement ne doit pas s'arrêter. Et là, je ne vous parle pas d'échanges entre collègues, mais d'enseigner, parce qu'il s'est avéré que beaucoup de médecins, de soignants étaient allés au front et que quand on perd des personnes qui ont le savoir, on se retrouve démunis. On a souvent parlé de la métaphore guerrière. On perd des soldats qui vont au front. Et donc, pendant cette période, cette année universitaire, en tout cas en France, a été très difficile. Entre les gilets jaunes, les grèves, maintenant la pandémie, c'était quasiment une année presque perdue. Et la réflexion autour de l'enseignement, elle n'a eu lieu qu'à partir du moment du virus. Elle ne s'est pas faite avec les grèves, elle ne s'est pas faite avec les gilets jaunes. Moi, je n'ai pas de position exprimée politique sur les gilets jaunes et les grèves, mais je dis qu'on est souvent confronté à ça et que l'enseignement ne doit pas s'arrêter. Et que donc là encore, il doit y avoir une réflexion sur la rénovation de l'enseignement, notamment cet enseignement présentiel en amphithéâtre, cet enseignement dans les stages. Ces réflexions sont en cours, mais elles doivent accompagner les étudiants en médecine parce qu'on ne peut pas abandonner les étudiants en médecine en race campagne pour la simple et bonne raison que ce sont les médecins de demain et ce seront eux qui me soigneront demain, qui vous soigneront aussi. Et donc, cette part facultaire de l'enseignement doit être impérativement remise en perspective à la lumière de ce qu'on vient de traverser.